ce qui est important, c'est de la regarder, la planète, de la regarder bien. They lied to us and that they knew what was going on all along. Bonsoir, Shanghai accueille en grande pompe l'exposition universelle la plus importante jamais organisée dans l'histoire. 70 millions de visiteurs attendus, 200 pays représentés. Le jour de l'inauguration, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement avaient fait le voyage. Nicolas Sarkozy est venu en personne célébrer la réconciliation entre la France et la Chine. Oubliez les querelles autour du Dalai Lama, de la flamme olympique. Oubliez les questions autour des droits de l'homme. Comme s'il était désormais presque impossible de se fâcher avec la Chine, un pays qui pourrait devenir dès cette année la deuxième puissance économique du monde. Un développement phénoménal et qui est loin d'être terminé. Le rouleau compresseur est en marche. Voici le 29e numéro d'Un œil sur la planète. Il y a 30 ans, personne n'était riche en Chine. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millionnaires et même quelques milliardaires dans un pays officiellement toujours communiste. Les nouveaux princes de l'Empire ont fait fortune dans l'immobilier, l'automobile ou encore le luxe. Un Eldorado pour les grandes marques internationales. La Chine a bâti son développement économique grâce à une main-d'œuvre nombreuse et bon marché. Mais avec la hausse des salaires, la production bas de gamme a du plomb dans l'aile. L'atelier du monde doit se transformer. Prochaine cible des industriels chinois, le high-tech et les technologies vertes. Leur concurrence s'annonce redoutable. La Chine a besoin d'une croissance de 8% pour fournir du travail à 25 millions de jeunes chaque année. Après les exportations, Pékin mise sur la consommation intérieure. Les provinces les plus reculées sont appelées à se moderniser pour attirer les investisseurs. Reportage dans la plus peuplée des agglomérations chinoises, Chongqing, 32 millions d'habitants, la moitié de la population française. La frénésie du développement économique cause bien des traumatismes. Les premières victimes sont les pauvres qui n'ont pas d'argent pour se faire respecter quand la corruption règne. À Pékin, les plus courageux peuvent venir déposer plainte, mais c'est un chemin de croix souvent sans lendemain. Ce qui ressoude le peuple chinois, c'est le nationalisme. Taïwan, l'île rebelle, est plus que jamais dans l'orbite de Pékin. Et la puissance économique de la Chine la rend désormais irrésistible. Malgré les rodomontades militaires, les liens sont de plus en plus importants entre Taïwan et la Chine continentale. Nous voici rue de Nankin, les Champs-Élysées, mais à l'échelle de la Chine. Chaque jour, plus de 2 millions de Chinois viennent ici pour acheter, pour consommer, dans plus de 600 magasins. Il y a 30 ans, Deng Xiaoping avait lancé au peuple chinois « Enrichissez-vous ». Eh bien ici, à Shanghai, le message a été reçu 5 sur 5 et on ne compte plus aujourd'hui le nombre de multimillionnaires. Nous partons à la rencontre de ce que l'on appelle les millionnaires rouges avec Michael Stanke et Gaël Caron.
On pourrait se croire à Chantilly ou à Deauville, mais nous sommes bien en Chine, au tout nouveau club de polo de Shanghai. Va me ranger ça, s'il te plaît. L'heureux propriétaire de ce club est un grand industriel, passionné de chevaux. Li Tinfu, aussi appelé Monsieur Li, possède déjà une centaine de pur sang. Et dans une semaine, 400 autres chevaux achetés en Australie et à Dubaï viendront garnir ses écuries. La première fois que j'ai découvert le polo, c'était à la télévision chinoise, lors d'une émission où l'on voyait le prince Charles et son fils Harry qui jouaient au polo à la cour royale. Ce sont les aristocrates britanniques qui jouent au polo. Ici, c'est le premier terrain professionnel de polo de toute la Chine. Et moi, je suis le premier à avoir introduit ce sport dans le pays. Pour devenir membre de son club, il faut faire partie de la Jet Set shanghaïenne. Un club de polo très sélect, une sélection par l'argent. Si vous voulez être membre de mon club, vous devez avant tout débourser 40 000 €. Ça vous donne accès à des cours de polo. Pour ceux qui ne connaissent pas les chevaux, on va leur apprendre à les aimer. Li Tinfu appartient à un autre club encore plus fermé, celui des milliardaires chinois. Sa fortune personnelle est estimée à 5 milliards de yuan, 500 millions d'euros. Moins fortuné, mais beaucoup plus connu dans le pays. USI, une ancienne vedette de la télévision chinoise. Après une carrière d'animatrice, elle a créé sa propre marque de cosmétiques. USI règne depuis 20 ans sur les produits de beauté chinois. À l'occasion de l'exposition universelle de Shanghai, USI offre un cours de maquillage aux hôtesses d'accueil. Vous vous rendez compte de ce que vous représentez pour toutes ces jeunes filles ? Et qu'est-ce que je représente pour vous? La beauté et l'élégance. Chez USI, la beauté et l'élégance sont une règle de vie. Son appartement de 400 mètres carrés au cœur du Shanghai chic ressemble à une galerie d'art. Elle y expose des pièces uniques achetées dans le monde entier. J'adore cette terrasse et c'est rare d'avoir une vue comme ça à Shanghai. Regardez en bas, là c'est le vieux Shanghai avec de petits immeubles. Et à côté, là c'est le Shanghai moderne avec les grandes tours. Oh non, je l'ai mise dans l'eau. 1 heure de golf sur son practice. Voilà comment Charles Tong débute ses journées. À seulement 30 ans, ce jeune homme à l'allure de dandy gère un groupe immobilier de luxe. Allez, je termine mon cours et je vous emmène visiter ma maison. Pour en arriver là, Charles Tong a certes étudié la gestion et l'économie aux États-Unis, mais il a surtout hérité de la fortune de ses parents. Voici ma maison de style européen. En Europe, il y a une architecture classique. Je trouve ça très charmant. Ce jeune baron de l'immobilier vit seul ici, avec ses domestiques. Alors là, c'est mon salon. Et ici, c'est ma salle à manger. En réalité, à Shanghai, on n'a jamais besoin d'autant de place. Mais j'invite des gens ici pour déjeuner ou dîner. Donc c'est quand même plus pratique d'avoir un espace comme celui-là. Charles Tong est le plus jeune millionnaire de Chine. Fafa, viens là. Lui, c'est Fafa. Li Tinfu, USI et Charles Tong. 3 noms d'un nouveau Gotha, celui des riches chinois. Ils incarnent la réussite dans l'empire du milieu. En 2010, Shanghai, la vitrine économique de la Chine, rivalise avec les plus grandes mégalopoles mondiales. 120 nouveaux gratte-ciel sortent de terre chaque année. Cette modernisation ultra rapide s'est faite en à peine 20 ans.
Des dizaines de nantis sont aujourd'hui à la tête de fortunes colossales grâce au secteur de l'automobile, du luxe ou de l'immobilier. L'ancienne perle de l'Orient a retrouvé son prestige. Shanghai héberge la plus forte concentration de riches chinois. Rupert Hoogwerf dirige Rujun, un magazine de luxe en chinois destiné aux plus grandes fortunes du pays. Chaque année, il établit le palmarès des Chinois les plus riches. On a commencé ce travail en 1999 avec moins de 50 personnes sur notre liste et la plus riche possédait 6 millions de dollars. Aujourd'hui, on a recensé 1000 personnes et la moins riche de la liste possède plus de 150 millions de dollars. Il y a une folle explosion de la richesse et elle est assumée. Avant, les gens avaient peur, ils étaient effrayés de montrer leur richesse. Aujourd'hui, ils n'hésitent plus à l'exhiber. Et dans la liste de ce chasseur de millionnaires, Li Tinfu, le patron du club de polo de Shanghai, figure en assez bonne place. Il est 176e avec environ 500 millions d'euros, mais c'est sans doute sous-estimé. Li Tinfu, une success story emblématique de la Chine d'aujourd'hui. Parti de rien, il a su forcer son destin. À l'époque de Mao Tse-tung, quand j'étais enfant, on vivait sous une économie planifiée. Puis il y a eu la révolution culturelle. À l'époque, j'habitais à la campagne, on avait des tickets de rationnement pour manger et s'habiller. J'avais pas grand-chose. La Chine était pauvre. Beaucoup de gens mouraient de faim. Dans les années 80, la Chine s'ouvre à l'économie de marché et M. Li saute sur l'occasion. Simple ouvrier dans une usine d'électricité, il n'a qu'une idée en tête, devenir patron. Il va réussir à convaincre un investisseur japonais de l'aider à racheter un petit atelier de confection. En 10 ans, il va en faire un empire. Cet entrepreneur décomplexé a même fait construire une réplique du Capitole américain au centre de son complexe industriel. Vous voyez, tout ça, c'est à moi. Ici, on fabrique des vêtements, des équipements automobiles. On fait aussi de l'imprimerie. J'ai beaucoup d'activités différentes. J'ai 30 000 ouvriers. Alors si j'ai construit ce joli bureau, c'est pour montrer que nous, les Chinois, on était aussi capables de faire de la qualité. La qualité, justement, c'est ce qui a fait son succès. Il est aujourd'hui un des sous-traitants majeurs des plus grandes marques de luxe. 300 000 pièces sortent chaque année de ses usines pour des griffes comme Calvin Klein, Armani, Tommy Hilfiger ou encore Burberry. Et Li Tinfu ne compte pas en rester là. À 48 ans, l'homme d'affaires est infatigable et insatiable. Sa dernière lubie, se lancer dans le tourisme de luxe. Comme toujours, il voit les choses en grand. Un projet pharaonique en bord de mer avec un aéroport privé, un complexe hôtelier et une marina. Le tout à 1 heure de Shanghai. Li Tinfu veut créer le Monaco de l'Asie. Là-bas, vous aurez un complexe d'architecture espagnole avec 5000 chambres d'hôtel. Et puis juste à côté, un complexe avec 6000 autres chambres. C'est encore en construction, mais dans 2 ans, tout sera fini. Grâce à ces bonnes relations, notre entrepreneur vient de racheter toutes ses terres au gouvernement local. 10 km² de marécages que M. Li entend bien faire fructifier. Là, c'est la future Venise de Chine, avec des canaux. Et là-bas, ce sera une cité espagnole de 500 000 m². Li Tinfu compte sur le boom économique de la côte est chinoise pour remplir ses hôtels. Son projet touristique a été conçu pour attirer la clientèle la plus fortunée. Ici, une maison coûte 10 millions d'euros. Et parmi les 50 premières déjà construites, la moitié a été vendue. Qui sont les Chinois qui vont acheter ces maisons? Ce sont surtout des entrepreneurs, des gens qui ont réussi, mais des gens qui aiment avant tout le sport, la vie saine et qui sont très romantiques.
Les Chinois disent toujours qu'il faut avoir des maisons françaises, des femmes japonaises et acheter des marques de luxe italiennes. Dans sa folie des grandeurs, Li Tinfu n'hésite pas à copier les fleurons de l'architecture européenne. Ici, la cathédrale de Florence. Dans ce projet à faire tourner la tête, Monsieur Li a déjà investi 500 millions d'euros. À Shanghai, le secteur du luxe est en plein boom. La nouvelle classe moyenne est avide de produits de beauté. C'est grâce à ce secteur que USI est devenu une légende. Sa marque qui porte son nom a été spécialement étudiée pour les peaux asiatiques. Bonjour à toutes. Je suis venue vous montrer comment maquiller les clientes. Le chiffre d'affaires de sa griffe a très vite atteint les 50 millions de dollars. La marque est aujourd'hui présente dans tous les centres commerciaux du pays. Je pense que cette marque est vraiment adaptée aux peaux chinoises. En général, les Asiatiques ont un visage très large. Moi, par exemple, quand j'applique des produits de chez USI, j'ai vraiment l'impression d'avoir un visage un peu plus fin. Ça a été très difficile au début car les Chinoises ne se maquillaient pas, donc j'ai dû faire des interventions à la télévision. Aujourd'hui, il y a des produits de beauté partout et tout cela, c'est en partie grâce à moi. Pour lui donner une envergure internationale, USI a fini par vendre son entreprise à L'Oréal. Mais elle reste aujourd'hui vice-présidente de sa marque. Ce succès, USI le doit en grande partie à ses relations avec le gouvernement. À cette époque, les choses étaient très compliquées en Chine. Après l'incident de la place Tiananmen, beaucoup de businessmen occidentaux avaient quitté le pays. Moi, à ce moment-là, je vivais aux États-Unis. Le vice-président chinois m'a alors proposé de revenir ici et le gouvernement m'a demandé quel genre de business je voulais monter. La présence de USI est régulièrement sollicitée lors de cérémonies officielles. Pour nous prouver qu'elle est une femme d'affaires modèle, elle tient à nous montrer qu'elle consacre aussi son temps aux enfants défavorisés. Elle nous soutient beaucoup financièrement. Elle donne des bourses à nos élèves pour qu'ils puissent partir en vacances. On lui doit beaucoup. Les enfants de cette école sont d'origine modeste. Rentrez, rentrez, ne soyez pas timide. Oh, merci. 2 verres? J'ai pas besoin de 2 verres, offre-le. Moi, j'ai obtenu une bourse de USI de 200 €. Et grâce à cet argent, j'ai pu pour la première fois offrir un cadeau à mon grand-père de 80 ans pour son anniversaire. Ses actions caritatives auprès des enfants lui ont valu d'être nommée ambassadrice de l'UNICEF pour la Chine. Pour ses multiples talents, USI est l'une des personnalités préférées du régime. À Shanghai, on la sollicite régulièrement pour donner le meilleur accueil aux personnalités étrangères de passage. Il y a 18 couverts? Et ce soir, parmi les invités, des galeristes et la petite fille de Sun Yat-sen, le fondateur de la République de Chine. Tous ont un lien avec l'univers du luxe. J'ai un cabinet de recrutement et de développement dans l'univers du luxe. J'aide les gens à réaliser des rêves, mais surtout en Chine. Moi aussi, je suis un créateur de rêves pour les Chinois. Quel genre de rêve? Tout ce qu'ils désirent. Avec de l'argent, beaucoup d'argent, tout est donc possible aujourd'hui en Chine. Okay, welcome and have a good dinner. Une fois par an, les millionnaires chinois se donnent rendez-vous dans le sud du pays.
3 jours de glamour organisés autour des plus grandes marques de luxe sur l'île tropicale de Hainan, le nouveau Saint-Tropez chinois. Ici, le comble du chic, c'est d'avoir sa carte de visite imprimée sur un billet d'1 million de dollars. Et Li Tinfu fait naturellement partie des invités. Pour cet événement, il y a les hommes d'affaires qui savent vivre et qui ont bon goût comme moi. Ce sont des gens qui ont réussi et qui ont une vision moderne de la Chine. On vient ici pour discuter avec les responsables des grandes marques de luxe. Pour eux, c'est l'occasion de promouvoir l'industrie du jet, du yacht et du tourisme en général. À Hainan, on vient se montrer et s'exhiber. On dépense sans compter, dans l'excès toujours. Les nantis de la croissance chinoise aiment étaler leur richesse. Et cela fait le bonheur de ce vendeur de yachts. Les riches chinois ont besoin de voir les choses. Ils n'ont pas besoin de catalogue. Ils veulent voir, entendre, sentir, prendre du plaisir. Et se dire, c'est ça dont j'ai besoin. Ensuite, c'est à moi de les appâter en leur donnant leur drogue. Je leur dis, j'ai ce qu'il te faut. Viens faire un tour dans mon monde. Fraises, champagne, filles, yacht, tout ça c'est un seul package. Et parmi les amateurs chinois de ce style de vie, les amis de Monsieur Li, comme le patron du plus grand portail internet en Chine, ou ce magnat de l'immobilier qui a créé cette marina de luxe. Quand je suis arrivé ici, en 2002, il n'y avait rien là, et c'était très sale. Regardez ce que j'en ai fait. C'est très beau. Et de l'autre côté, à la place de ce vieux port, je vais bientôt construire des grands hôtels et un centre commercial. Peu importe l'avenir des pêcheurs locaux pour le promoteur, un simple détail à régler. Vous savez, le gouvernement est en train de leur construire un nouveau port un peu plus loin. Ils seront très bien relogés. Le gouvernement a fait un très très bon travail. Le soir, les affaires continuent. Un milliardaire comme Li Tinfu fait rêver les plus grandes entreprises françaises. Est-ce que je peux vous présenter mon grand patron? Oui, d'accord. Attendez, bougez pas. Une délégation d'Airbus est venue spécialement à Hainan. L'heure est à la séduction. Ils espèrent vendre ici quelques-uns de leurs jets. Vous avez l'équipe d'Airbus, un patron et un autre patron. Nous avons amené un avion, un Airbus Corporate Jet, pour le montrer aux milliardaires chinois, qui sont très nombreux ici. Monsieur Li en fait partie. Et clairement, ces gens-là ont besoin de se déplacer un peu partout pour aller faire leurs investissements, etc. Et donc, Monsieur Li est tout à fait dans les cibles. Évidemment, USI, la reine des cosmétiques, est aussi présente à la soirée de gala. Pour les milliardaires, le week-end s'achève par le défilé d'un grand bijoutier français. L'opulence, symbole des riches capitalistes, est désormais célébrée en Chine communiste. À Shanghai, dans le nouveau quartier des affaires, les résidences de luxe n'en finissent pas de sortir de terre. Des habitations à la hauteur de la démesure chinoise. Charles Tong a fait bâtir quelques-unes de ces constructions. C'est le plus jeune promoteur immobilier du pays. Il est l'héritier d'un empire, Thomson Riviera, un groupe qui commercialise l'appartement le plus cher de Chine. 980 mètres carrés aménagés par la maison du styliste italien Versace. Cet appartement coûte 25 millions d'euros, du jamais vu en Chine.
Vous voyez la terrasse avec cette vue, c'est très rare à Shanghai et c'est très rare dans le monde entier. À travers mon groupe, je veux contribuer à l'amélioration de la société chinoise. Je veux offrir un nouveau mode de vie à mes clients, un mode de vie fait de rêves et de luxe. Charles Tong s'imagine un avenir radieux. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait construire. Ce que Charles Tong ne précise pas, c'est que la plupart de ces appartements sont vides. Pour la classe moyenne, ces prix sont inabordables. En Chine, on évoque de plus en plus la formation d'une bulle immobilière. De nombreux observateurs craignent même un effondrement du marché. Car la majorité de la population chinoise vit encore dans la pauvreté. Même à Shanghai, la ville la plus riche du pays, le salaire moyen reste en dessous des 300 € par mois. En Chine, les inégalités ne cessent de se creuser. Une situation qui préoccupe de plus en plus les dirigeants du Parti communiste chinois. Aujourd'hui, il y a 4000 tours à Shanghai. C'est beaucoup trop. Zhou Tinwei est l'un des plus hauts dignitaires du Parti communiste à Shanghai. Il enseigne aussi l'économie à l'école des cadres du parti. Avec lui, pour la première fois, une équipe de télévision étrangère est autorisée à pénétrer dans ce lieu sacré du pouvoir communiste. Ici, on enseigne les théories marxistes, les grandes théories de l'économie internationale et aussi l'évolution des sociétés. C'est une sorte d'ENA à la chinoise, mais réservée aux seuls membres du Parti communiste. Un parti qui, depuis 60 ans, édicte les règles de la société chinoise. De la collectivisation des terres au libéralisme, le parti décide toujours des grandes orientations économiques du pays. Dans cette salle, ils étudient les grands projets d'infrastructure de la Chine. Nous n'en saurons pas plus. Impossible d'enregistrer les cours. Une certitude, le Parti communiste, après avoir encouragé l'enrichissement individuel, entend bien fixer des limites. Quand ils ont beaucoup d'argent, les riches chinois consomment des marques de luxe. Ils aiment se montrer, étaler leur richesse. Ça conduit bien souvent à des vices, comme la prostitution, la drogue ou la corruption. Ce que nous voulons, nous, c'est réduire le nombre de très pauvres et réduire également le nombre de très riches, de façon à obtenir un noyau de classe moyenne le plus large possible. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'olive. L'olive est stable. La stabilité, c'est l'obsession des dirigeants chinois qui redoutent des troubles sociaux devant la montée des inégalités. À l'origine, la légitimité du parti reposait sur la défense des intérêts des classes populaires. Dans la Chine actuelle, on en est loin. C'est ce qu'on appelle le socialisme à la chinoise. Shanghai, la vitrine d'une modernisation en marche. La capitale économique de la Chine et ses 19 millions d'habitants symbolisent la force tranquille d'un peuple qui sent que son heure est arrivée. Dans les années 20, Shanghai, c'était la perle de l'Orient. Elle en a gardé une certaine douceur de vivre. On vient dans les jardins en fin de semaine se retrouver pour danser et exercer sa passion du jeu. Mais pousser les portes de ces immeubles, c'est à un nouveau jeu que s'adonnent les septuagénaires. Ils boursicotent. Beaucoup passent leur longue journée de retraite à scruter les cours de leurs actions en bourse. S'enrichir encore et toujours. Profiter des atouts d'une économie en plein boom, d'un pays qui sait aujourd'hui presque tout fabriquer pour les consommateurs du monde entier.
Avec au minimum 1,3 milliard d'habitants, la Chine représente 20% de la population mondiale. Mais dans bien des secteurs, son poids est largement supérieur. La Chine est déjà numéro 1 mondial. Pour les jouets, le textile, le cuir, le fer et l'acier, les ampoules, les téléviseurs, les téléphones portables, les éoliennes ou les panneaux solaires. Mais il y a aussi les cartes mères, les appareils photo, le ciment, la céramique, l'aspirine, les vitamines, le granit. Ou encore l'aquaculture, les écrevisses, l'ail, le blé, le tabac, les chaussures, le nylon, les pianos, les bicyclettes, les briquets, les raquettes de tennis ou même les sextoys. Demain, la Chine sera leader mondial pour les chantiers navals. Elle l'est déjà pour l'automobile. La Chine est devenue en 2009 la première exportatrice mondiale avec des réserves en devises de 2400 milliards de dollars. De l'aéroport de Shanghai au centre de la ville, le Maglev, le train le plus rapide du monde. 35 km en 7 minutes. Des pointes à 430 km/h. Ce train, ce sont les Allemands qui l'ont construit en 2003. Mais les Chinois apprennent vite, très vite, notamment grâce au transfert de technologie. Résultat, les prochaines lignes à grande vitesse, elles seront 100% chinoises et les autorités comptent bien exporter leur savoir-faire. Après avoir été l'atelier du monde, la Chine s'attaque avec gourmandise au marché des hautes technologies. Reportage de Pascal Golomer et Sylvain Giraud. Ils font tous le même métier, acheteurs. Et ils ont 5 jours pour trouver leur bonheur. À la foire de Canton, c'est toute la planète qui vient faire son marché. Algérie, Tunis, Roumanie, Russia, Germany, Kenya, France, India, Irak, Iran, Brazil, Macho Man, Brazil. This is Tony from Canada. I'm here to make some big money. Imaginez, le parc des expositions à Paris, mais 4 fois plus étendu. 6 semaines par an, l'industrie chinoise montre ici ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire à peu près tout. Il suffit de demander. Quel prix? Dans quel délai? La négociation débute souvent sur un coin de table. Est-ce que je peux prendre un vol à 16h, 17h? Vous pouvez regarder? Christophe Bastianelli vit à Pékin. Il passe 2 semaines par an à Canton. Chaussures de sport aux pieds, c'est le réflexe de l'habitué. Les chaussures, c'est vraiment un élément déterminant. On estime faire à peu près 10 à 12 km de marche à pied par jour. On est là à 13 ans. Sa spécialité, le panneau solaire. Sa mission, choisir des fabricants pour le compte d'importateurs français, en évitant les pièges et les arnaques. C'est un photomontage, ça? Avec Lilian, son collaborateur, c'est plutôt le style « l'inspecteur mène l'enquête ». Depuis combien d'années ils sont dans la photovoltaïque? Demande s'ils produisent. Quelle capacité de production et à quel tarif ils sont? C'est le patron qui va vous le dire. Le prix, c'est tout simplement 1/3 moins cher qu'en France. Notre rôle, nous, c'est d'identifier des vrais fabricants, d'aller checker leur production pour vérifier ce qu'ils les annoncent. D'annoncer une production comme il vient de faire d'un container par jour, c'est déjà un acteur assez important, ce qui paraît peu probable vu la taille du stand et de ce qu'on constate de visu. Attention donc aux miroirs aux alouettes. Les vendeurs promettent souvent monts et merveilles pour décrocher le marché. Nous avons besoin de rencontrer plus de clients, de prendre plus de commandes, parce qu'on doit agrandir notre usine, devenir de plus en plus gros. Les affaires vont beaucoup mieux que l'an dernier. La crise ici, c'est déjà du passé. Les digicodes de Monsieur Lin se vendent à nouveau comme des petits pains. J'aimerais savoir quelque chose. Vous? J'aimerais savoir. Vous voulez en savoir plus? Je vous en prie, posez votre question. Quel est le prix? Comment ça marche? Ah, comment ça marche? Cette année, il y a beaucoup de clients qui reviennent vers nous.
Et aujourd'hui, en 2 heures, nos 1000 catalogues sont partis. La foire de Canton n'a pas battu tous les records cette année. Et pourtant, cette semaine-là, les acheteurs ont commandé pour 11 milliards d'euros de marchandises, l'équivalent de 45 Airbus A380. En 2009, la Chine a ravi à l'Allemagne son titre de premier exportateur mondial. On parle d'un pays qui sera rentré dans une crise mondiale en 5e position, qui va en ressortir en 2e. Donc voilà, cet acteur-là est incontournable. La question à se poser, c'est pas est-ce que c'est un acteur ou pas un acteur. Oui, c'est un acteur. Et oui, ils sont tournés vers la planète parce qu'ils ont besoin de ces marchés pour faire croître leur pays. Monsieur Zhang incarne parfaitement le succès de la machine à exporter chinoise. Il y a 15 ans, il a quitté l'armée pour se lancer dans la chaussure. Aujourd'hui, son groupe produit 16 millions de paires par an et emploie 20 000 employés. Il vend la quasi-totalité de sa production à des grandes marques américaines. Elle se charge du design et du marketing. Lui ne s'occupe que de la fabrication. C'est pour qui ça? C'est une petite commande. Combien? 8000 paires. Des milliers d'usines en Chine fonctionnent sur ce modèle du partage des tâches. Leur principal atout, une main-d'œuvre abondante et bon marché, avec une productivité qui a beaucoup progressé ces dernières années. Depuis le cuir brut jusqu'à la chaussure terminée, il faut compter une journée de travail. Il y a 5 ans, c'était 3 à 5 jours de travail. On est devenu beaucoup plus efficace. La main-d'œuvre en Chine coûte beaucoup moins cher qu'en Europe. Mais n'oublions pas que dans le passé, les Chinois étaient plus pauvres. Aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est travailler pour gagner de l'argent, sans penser à profiter de la vie. Voilà pourquoi la Chine se développe aussi vite. Monsieur Zhang va vite lui aussi. Il vient d'acheter Alain Delon, enfin la marque Alain Delon, du haut de gamme pour le marché chinois. Et il fait construire près de son usine une cité mondiale de la chaussure. Ambitieux et toujours à la pointe. Dans l'atelier, c'est la pause déjeuner. Dans l'ordre et la discipline. Lou et Yu font partie de ces quelques 150 millions de Chinois, jeunes pour la plupart, presque taillables et corvéables à merci, venus de la campagne pour faire tourner les usines de la côte. C'est pas la cuisine de ma mère, c'est sûr, ça a moins de goût. La dernière fois que je suis rentré chez moi, c'était pour le Nouvel An, en février. Et ce sera la seule fois de l'année. De toute façon, c'est cher et compliqué de partir en congé. Du réfectoire au dortoir, il n'y a qu'une cour à traverser. 12 lits par chambre. Et personne ne se plaint. De toute façon, il n'y a pas de syndicat indépendant pour les défendre. Ce travail, c'était le seul moyen pour eux de mettre de l'argent de côté, pour donner aussi un coup de main aux parents restés au pays. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, je touchais l'équivalent de 130 €. Maintenant, j'arrive à me faire 190 €. Dans ma région natale, c'est possible de gagner la même chose, mais j'ai moins de chances de trouver qu'ici. Il y a moins de boulot. Je n'ai jamais pensé à rester vivre ici. De toute façon, travailler à l'usine loin de chez moi, ça ne peut pas être un projet. Il faut que je prenne le risque de lancer ma propre affaire. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, eh bien, je recommencerai plus tard. Sans eux, il n'y aurait pas eu de miracle chinois. Et ils sont encore des millions dans les campagnes, prêts à venir renforcer les troupes. Mais le Made in China a un problème, c'est son image. Les scandales liés à la qualité des produits n'ont pas manqué ces dernières années. Et ce n'est pas fini. Olivier Prévost le constate tous les jours lors des inspections qu'il mène dans les ateliers pour le compte de donneurs d'ordre étrangers. Aujourd'hui,
il contrôle des peluches destinées au marché français. Ça, c'est un défaut majeur, parce que ça endommage la qualité du produit sans être dangereux. Un défaut de cet ordre-là, c'est un défaut mineur. Il est beaucoup moins visible, mais c'est tout de même un défaut de fabrication. Et un défaut comme celui qu'on est en train de chercher, ou un défaut comme de ce genre-là, ça c'est un défaut critique, parce que ça peut être potentiellement dangereux pour l'enfant. Ces inspecteurs n'ont vu globalement aucune amélioration de la qualité chinoise ces dernières années. Et selon eux, les importateurs étrangers sont aussi responsables. Vous savez, quand on va dans une usine, qu'on demande toujours des délais plus tendus, des prix toujours plus serrés, c'est difficile d'exiger un niveau de qualité très élevé. Les importateurs qui veulent en plus économiser quelques centaines de dollars sur le contrôle qualité sont, je pense, responsables de la mise sur le marché de produits souvent défectueux et qui auraient pu être détectés bien avant le départ. Avec la crise financière de 2008, l'industrie chinoise va connaître un tournant. Les commandes venant de l'étranger s'effondrent, des centaines d'usines bas de gamme ferment leurs portes. Près de 20 millions d'ouvriers se retrouvent sur le carreau, avec parfois des patrons partis avec la caisse. Les manifestations éclatent, comme ici devant la mairie de Dongguan. Des ouvriers d'une usine d'électronique demandent au gouvernement local de verser les salaires impayés. Tous ces ouvriers licenciés doivent rentrer chez eux. Beaucoup ne reviendront pas. Les autorités vont tout faire pour leur donner du travail dans leur province, en subventionnant la création de nouvelles entreprises, en lançant de grands chantiers. L'objectif, c'est d'éviter les troubles sociaux. Dans les régions riches de la côte, les salaires sont devenus trop élevés pour les usines de main-d'œuvre. La ville de Shenzhen veut les remplacer par des centres de recherche, des parcs technologiques, moins polluants et plus rentables. L'industrie doit monter en gamme, c'est devenu une priorité. Et c'est exactement le pari que fait M. Cha. Il est devenu le numéro 1 mondial des gants de protection, exportés sous sa propre marque. Il renonce aujourd'hui à faire des produits à bas prix parce que cela ne rapporte plus rien. Ses employés ne gagnent en moyenne que 150 € par mois, certes, mais c'est déjà trop élevé pour faire face à la concurrence des provinces de l'intérieur du pays ou celles de l'étranger. Pour moi, c'est un processus logique. Les pays développés sont venus en Chine pour créer une industrie de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui doit se délocaliser vers des pays moins développés. Maintenant, nous devons nous spécialiser dans des produits qui réclament davantage de savoir-faire. Monsieur Cha a donc décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. L'énergie solaire. Il n'y connaissait rien il y a encore 5 ans, mais il a vite appris. Le pic de production d'énergie est atteint à midi. Oui, là maintenant on est à 25 kW. On peut monter jusqu'à 32. Monsieur Cha a cassé sa tirelire pour construire une usine dernier cri. Il y produit un nouveau type de panneaux solaires, pour l'instant moins performants que ceux de la concurrence, mais beaucoup moins chers pour le consommateur. Des panneaux qu'il compte exporter dans le monde entier. Nos équipements sont importés des États-Unis avec une technologie développée dans leurs laboratoires universitaires. Depuis que nous les avons installés, nous avons coopéré avec des centres de recherche en Chine pour améliorer cette technologie et l'adapter. L'histoire de M. Cha plaît beaucoup au régime chinois. À Pékin, ce jour-là, l'Assemblée nationale tient sa session annuelle. Aucune surprise, ou presque, le rituel est bien huilé. Ses membres viennent approuver comme un seul homme les choix du gouvernement et du Parti communiste. Et le choix est clair, la Chine ne doit plus dépendre de la technologie étrangère pour son développement. L'atelier du monde doit devenir aussi un laboratoire. Nous devons très sérieusement améliorer notre politique d'innovation, construire un pays innovant, accélérer le développement des programmes liés à la science et à la technologie.
Jusqu'à présent, les Chinois ont basé leur développement sur le savoir-faire étranger. Pour leur réseau TGV par exemple, le plus rapide et le plus dense du monde. Ils ont d'abord acheté du matériel allemand, ils ont ensuite utilisé cette technologie pour construire des trains 100% chinois. Autre exemple avec l'aviation. Le premier avion de ligne chinois sera mis en service à la fin 2010. Il est entièrement réalisé en Chine à partir d'une technologie américaine. Enfin, le nucléaire. Les Français sont très fiers d'avoir vendu les premiers réacteurs il y a 25 ans. Depuis, les Chinois ont beaucoup appris. À partir du modèle de centrale français, nous développons notre propre modèle, une centrale nucléaire à la chinoise. Et nous espérons bien qu'un jour, nous vendrons notre propre technologie à l'étranger. Voilà l'ambition de la Chine, imposer sa technologie comme elle a su imposer ses produits à bas prix. C'est aussi le sens de la conquête spatiale dans laquelle elle s'est lancée, avec la Lune pour objectif. Prouver au monde entier qu'elle fait désormais jeu égal avec les plus grandes puissances. Mais pour que le rêve se réalise, encore faut-il que la Chine dispose d'une élite de chercheurs et d'ingénieurs. Les grandes universités en forment des centaines de milliers chaque année, y compris en français. On peut appliquer un diviseur de tension. L'école centrale a ouvert ses portes à Pékin il y a 5 ans. Son directeur est plutôt sévère à l'égard du système chinois. Selon lui, il ne prépare pas du tout à l'innovation. Les formations actuelles ne sont pas faites dans cet esprit-là, puisqu'on enseigne aux étudiants à appliquer des méthodes connues de résolution de problèmes connus. Et ce n'est pas ainsi qu'on innove. On innove en se confrontant à des problèmes nouveaux, en se posant des questions nouvelles. Et ça, ce n'est pas du tout dans la culture chinoise et surtout pas dans l'enseignement chinois aujourd'hui. Jean Doré estime qu'il faudra au moins une génération pour que l'université chinoise et ses professeurs rattrapent leur retard. En attendant, l'école centrale forme des ingénieurs chinois selon sa méthode à la française. Une méthode basée sur l'initiative personnelle. Ici, les profs français nous encouragent plus à penser individuellement et puis on a plus d'espace pour imaginer. Ici, on travaille comme dans une entreprise, parce que dans une entreprise, on doit travailler avec des autres personnes. Donc, je pense que ça nous amène beaucoup de choses. Même si les universités chinoises progressent vite, il reste un problème de taille. 6,5 millions de diplômés arrivent sur le marché du travail chaque année. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est la galère, alors qu'ils rêvaient d'ascension sociale. Et les foires à l'emploi tournent souvent aux foires d'empoigne. Vous n'avez jamais travaillé à Pékin ? Non, j'arrive de province. Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. On est nombreux à se battre pour un poste. Les entreprises cherchent à recruter les meilleurs parmi les meilleurs. Certains ont un bon niveau et pourtant ils ne trouvent pas de boulot. Cette jeunesse frustrée, c'est une bombe sociale à retardement. Et c'est aussi pour cela que le régime doit mener au pas de course la transformation de son économie. À l'échelle du pays, c'est un immense défi. Un de plus. Pendant 6 mois, Shanghai accueille l'exposition universelle et toute la planète se bouscule pour en être. Près de 100 millions de Chinois sont attendus, une occasion unique de se faire connaître à grand renfort de clichés. 700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma. Notre petit chez nous, le pavillon français, fait ça le comble. Quelques tableaux de maîtres et quelques idoles dont la célébrité est arrivée jusqu'ici.
Une vision sensuelle de notre pays. Mais la vraie vedette de l'exposition universelle, c'est la Chine. 60 mètres de haut, le pavillon chinois montre ses muscles. Les 23 provinces sont venues présenter ce qu'elles ont de meilleur. Un dynamisme au service d'une croissance économique pour donner un emploi aux dizaines de millions de jeunes Chinois qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Pour soutenir cette croissance économique absolument indispensable, les autorités encouragent toutes ces régions chinoises à se développer de l'intérieur. Du coup, les villes poussent comme des champignons à un rythme absolument époustouflant. Nous partons pour Chongqing, où habitent 32 millions de Chinois, l'équivalent de la moitié de la population française. Reportage de Philippe Rochaud et Pascal Stelletta. Pendant 7 mois de l'année, elle est plongée dans les brumes que dégagent les deux fleuves, le Yangtze et le Tialing, qui rabattent la pollution industrielle. Chongqing a marqué l'histoire pour avoir été pendant 5 ans le repère du général Chiang Kai-shek durant la guerre avec les Japonais. Aujourd'hui, elle fait de nouveau l'histoire, en devenant la plus grande ville de Chine avec plus de 30 millions d'habitants. Une agglomération plus vaste que la Belgique, gérée directement par Pékin, la capitale. Le taux de croissance dépasse les 18%, presque 2 fois celui de la Chine, avec chaque année des réalisations nouvelles. Voilà le pont, ça c'est le pont de Chao Tianmen qui est construit en 2008 à peu près. Et là c'est l'opéra, grand opéra de Chongqing qui a fini il y a 2 ou 3 ans à peu près. Chongqing est une ville bâtie sur les collines. Alors dans des conditions pareilles, le terrain utilisable se trouve très réduit. Il faut donc profiter de tous les endroits possibles. En particulier, il faut construire en hauteur. C'est pour cette raison-là que la plupart des gratte-ciel dépassent 100 mètres de haut. Dans une ville comme celle-là, comparée à Pékin, il y a de grandes opportunités à saisir pour un architecte. À Chongqing, on construit chaque année plus d'1 millier d'immeubles de 100 mètres de hauteur. Le cimentier français Lafarge, implanté en Chine depuis 15 ans, fournit plus de ciment à cette ville qu'à la France tout entière. La Chine consomme à elle seule la moitié du béton du monde. Le rythme de construction est effréné. Il faut savoir ici que les chantiers vont aussi beaucoup plus vite parce qu'ils travaillent 24 heures sur 24 à 7 jours sur 7. Donc ça travaille sans arrêt. Donc ça va très très vite. Alors ici les appartements sont vendus bruts, c'est-à-dire qu'il y a le béton, il y a le sol qui est fait, il y a les réservations qui sont faites et les câbles qui sortent. Mais la personne qui achète l'appartement va devoir faire toute la décoration, mettre les baignoires, l'évier, les toilettes. Et donc toute la décoration sera faite ensuite par la personne qui achète l'appartement. La famille Yang vient justement d'acheter cet appartement sur les hauteurs de Chongqing. Il faudra l'équiper, mais l'essentiel pour cette famille d'ouvriers retraités d'une entreprise automobile est d'avoir trouvé ce 60 mètres carrés dans une résidence à un prix raisonnable. Toute la famille s'est cotisée et en 4 ans, elle a réuni les 24 000 euros. C'est pas bon marché, mais pas trop cher non plus. 400 euros le mètre carré. On leur a acheté cet appartement car il est dans un bon environnement pour les personnes âgées. Aujourd'hui, les Chinois sont plus exigeants sur leur mode de vie. Et sur les hauteurs de la ville, l'air est agréable en été. On est donc content pour eux. Regardez, on peut même pêcher dans les temps. Pour 24 000 euros, on peut donc acheter un logement correct à Chongqing. Les Xiao, ouvriers retraités des usines sidérurgiques, ont économisé pendant 15 ans pour s'offrir ce même type d'appartement de 60 mètres carrés. Pour eux, c'est l'aboutissement d'un rêve de toute une vie.
Mon fils et sa femme nous ont aidés à acheter cet appartement. Et on est très bien ici. On aime beaucoup cet endroit. Notre fils habite pour l'instant dans un autre appartement. Mais une fois qu'il sera à la retraite, il viendra habiter ici avec nous. Le promoteur le voici. À 35 ans, il possède déjà 27 immeubles résidentiels. Il mesure les changements accomplis d'une génération à l'autre. Dans un pays qui se dit encore communiste, on peut posséder son logement. Autrefois, on pouvait travailler toute une vie sans pouvoir acheter un appartement, car c'était l'employeur qui les attribuait. Avant la réforme de 1978, il n'y avait pas cette notion de propriété. Aujourd'hui, le prix de l'immobilier a doublé en 5 ans et beaucoup de gens préfèrent investir dans l'immobilier plutôt que de déposer leur argent à la banque. Alors, quand la ville de Chongqing organise un salon de l'immobilier, des milliers de familles se précipitent pour acquérir un appartement. 20% des logements de Chongqing sont achetés dans un but spéculatif par des familles aisées. On craint de plus en plus la bulle immobilière. Le gouvernement a encouragé les ventes, mais voit le marché s'emballer. Il y a beaucoup de clients qui se présentent. On arrive à vendre une dizaine d'appartements par jour. Mais il y a tellement de gens qui veulent acheter qu'on rentre chez soi à 11h du soir. Les prix des appartements peuvent atteindre 900 € le mètre carré. Moins cher qu'à Pékin ou Shanghai, mais ils grimpent régulièrement. Et la spéculation immobilière pénalise ceux qui veulent acheter simplement pour se loger. C'est pas facile d'acheter un appartement. J'ai beaucoup économisé et beaucoup travaillé. J'ai obtenu un prêt et mes parents m'ont aidé. L'ancienne génération comptait surtout sur l'épargne, mais aujourd'hui on peut obtenir des prêts plus facilement pour acheter un appartement. Pour freiner la spéculation, le gouvernement impose à présent aux acheteurs de payer comptant, au moins 50% de la valeur de l'appartement. Pour des millions de Chinois, acheter un appartement est encore un rêve inaccessible. Comme pour la famille Tianyu, dont la vie tourne autour de leur enfant unique, Yulong. Ils résident dans ce vieux quartier de Chongqing qui sera rasé dans 3 ans. Ils cohabitent avec le grand-père et la grand-mère dans un appartement modeste mais impeccablement tenu. La chambre sert de bureau au fils et à la mère, qui est institutrice. Principal souci de la famille, épargner pour assurer d'abord l'éducation de leur enfant. Dans son prénom Yulong, il y a le mot dragon. Alors on espère qu'il deviendra un dragon. Qu'est-ce qu'il voudrait faire plus tard ? J'aimerais être médecin. S'il réussit les examens de l'école de médecine militaire, l'enseignement sera gratuit. Mais dans le cas contraire, ce sera très cher. Pour une année, il faudra payer 2 000 à 3 000 €. Or, les études durent 6 ans. Donc ça ira chercher dans les 10 000 €. On a commencé à se préparer à ça. Mais il faut voir aussi comment il va s'épanouir. Le père de Yulong, employé de bureau dans un lycée, ne veut pas prendre de risques avec l'argent. On fait comme la majorité des gens, on met notre argent à la banque. On épargne d'abord pour notre enfant parce que le lycée et l'université derrière, ça peut coûter très cher. Et pourtant, les Tianyu ne font pas partie des plus malheureux. Sin, la grand-mère, appartient à la minorité qui touche une retraite car elle a travaillé dans une entreprise publique jusqu'à l'âge de 50 ans. Elle aide à la maison, elle met ses revenus dans le pot commun. La famille ne fait pas de sacrifice sur la nourriture. Je touche une retraite de 200 € par mois.
et mon mari 150. Comme mon fils travaille aussi, on vit correctement. En tout cas, beaucoup mieux qu'avant. En Chine, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de retraite et qui touchent un revenu minimum du gouvernement. Actuellement, on met en place un système de sécurité sociale, c'est-à-dire que si vous allez à l'hôpital, vous pouvez être remboursé d'un certain pourcentage des frais. Donc ça réglera beaucoup de problèmes. Mais moins d'un Chinois sur 5 bénéficie d'un régime acceptable de sécurité sociale, alors qu'autrefois, l'État prenait tout en charge. Voilà pourquoi la plupart des familles comptent sur leur enfant unique, comme Yulong, pour leur apporter une meilleure vie. On les gâte pour en faire des gagnants, bien nourris et surtout en forme. Alors quand l'école organise une compétition sportive, parents et grands-parents sont là pour encourager leur enfant. Il a un appétit incroyable. Il n'arrête pas de manger de la viande. Heureusement, il a une bonne digestion. Sans doute à cause de son poids, Yulong ne sortira pas premier de cette épreuve. Je suis 3e. Pour Yulong et sa famille, le chemin est encore long avant d'envisager une entrée à l'université de Chongqing. En Chine, les droits d'inscription ont été multipliés par 30 durant les 15 dernières années. Dans ce département d'informatique, qui regroupe 1 millier d'étudiants, il en coûte même 1 000 € par an. Mais cet institut, qui accueille une cinquantaine d'étudiants français de l'école d'informatique Epitech, assure un avenir certain à ses étudiants. Le pouvoir central veut développer l'emploi dans les provinces. C'est relativement facile de trouver du travail ici. Surtout que maintenant, Hewlett-Packard vient de s'installer. On m'a déjà fait plusieurs propositions, mais je ne suis pas encore décidé. On est à Chongqing, c'est un peu la plus grande mégalopole mondiale actuelle, avec des boîtes comme Microsoft, Oracle qui s'installent un peu partout, HP. Non seulement ça, mais aussi au niveau du matériel, tout est fabriqué en Chine, donc c'est quand même un très bon pays pour pouvoir apprendre l'informatique. Le développement de cette mégalopole de Chine est lié au barrage des Trois Gorges, en aval, le plus grand du monde, qui produit autant d'électricité que 18 centrales nucléaires. Sa construction, achevée l'an passé, a provoqué le déplacement d'1 300 000 habitants, dont les villages ont été noyés par un lac de retenue grand comme la Suisse. 700 usines qui déversaient leurs effluents directement dans ces eaux ont été fermées. Mais il en reste encore des centaines le long du fleuve, comme celle-ci, fonctionnant au charbon, qui crachent leur fumée dans l'atmosphère et rejettent leurs déchets dans l'eau. Mais aujourd'hui, la Chine, après des décennies d'industrialisation anarchique, a décidé de jouer la carte du développement durable. Le pouvoir a donc fait bâtir à Chongqing une usine d'épuration modèle, avec la société Suez Environnement, qui traite 400 000 mètres cubes d'eau usée par jour. Il y a 10 ans, le taux de retraitement des eaux usées était de 10%. C'était une catastrophe. Mais aujourd'hui, après 8 ans d'efforts, il est passé de 10 à 80%. C'est un vrai miracle. Mais surtout, une première pour la Chine. L'usine retraite ici les bouts de la terre qui contiennent du charbon et des matières polluantes. Voilà la boue une fois traitée. Il n'y a plus que 10% de charbon alors qu'elle en contenait 50%. On peut l'utiliser comme combustible et pour fabriquer du béton. Il n'y a pas de source à Chongqing. Alors l'eau courante de la ville est directement pompée dans ce fleuve aux couleurs douteuses, le Tialing. Elle est ensuite envoyée à cette usine ultramoderne de retraitement. Ici, c'est la salle de contrôle centrale de la compagnie et par ici, on contrôle toutes les... L'eau du fleuve sera traitée et transformée avec les procédés de contrôle les plus modernes pour en faire une eau parfaitement potable.
qui alimente aujourd'hui la plupart des foyers de la ville de Chongqing et des restaurants. L'eau potable au robinet, impensable il y a 10 ans. Les habitants ont du mal à reconnaître qu'ils peuvent la boire. Si tu bois l'eau du robinet directement, c'est pas bon pour les intestins. C'est plutôt psychologique car l'eau est propre, c'est vrai. Mais on se sent plus en sécurité si on la fait bouillir. Mais il reste encore beaucoup à faire. Wu Dengming, écologiste indépendant, a pu fonder une association qui regroupe 3000 personnes, la Ligue des Verts. Cet ancien officier de l'armée populaire, qui a servi pendant 18 ans sous les drapeaux, est devenu un chercheur écouté et respecté. Il dénonce ici le problème des eaux usées de ce quartier de Chongqing qui se déverse directement dans la rivière Tialing alors que l'endroit est un lieu de détente pour le week-end. Voilà les eaux usées. Le courant est fort parce qu'il a plu, mais en temps normal, l'eau est complètement marron. Il y a un équipement pour collecter les eaux usées là-haut, mais le courant est trop fort à cause de la pluie. Et la station ne peut pas filtrer toute la quantité d'eau usée. Quand Wu Dengming se rend sur les bords du fleuve, il ne manque jamais de se recueillir devant la statue du dieu des eaux qui domine le village. Il dit que Chongqing a bien besoin de ses prières. Mais la prière n'empêche pas l'action. Dans cet autre quartier, il a mis en place un système totalement écologique, l'épuration des eaux par les plantes. Avant, les eaux usées coulaient directement dans le bassin du Yangtze. C'était tellement pollué qu'on ne pouvait pas planter. Alors que maintenant, on élève des poissons. Ici, l'eau est encore sale, ça pue. À présent, les eaux usées s'écoulent tout au long de ces plantes qui se nourrissent des bactéries. On peut traiter ainsi 1000 mètres cubes d'eau usée par jour et l'eau qui arrive au fleuve est désormais pure. Regarde l'eau. Elle a plus d'odeur. Mon projet a reçu le soutien total de la population. Les gens étaient en conflit avec le gouvernement, mais avec ça, il n'a pas dépensé un sou. Et il est content lui aussi. Le coût d'opération a été pris en charge en partie par les entreprises privées et publiques. Dans le quartier, Wu Dengming est donc un peu chez lui. Les habitants lui sont reconnaissants d'avoir amélioré l'environnement. Regardez, c'est un mariage traditionnel. Elle est belle, hein? Elle n'a rien envié aux petites Françaises. Tout le monde à présent se bat pour une ville propre, dans tous les sens du terme. Chongqing, c'était le Chicago de la Chine, avec ses gangs, ses filles, sa mafia, ses trafics d'armes et de drogue, une cité gangrénée à tous les niveaux. Pour faire le ménage, il a fallu la poigne d'un homme, un monsieur propre, parachuté par Pékin. Bo Xilai, secrétaire du comité central du Parti communiste de Chongqing, est véritable patron de cette vaste zone économique. Le justicier de la Chine moderne, qui se veut à l'aise avec les journalistes. Un hymne à sa gloire circule même sur le web. Bo Xilai a osé s'attaquer au milieu mafieux de Chongqing à tous les niveaux. Les salles de jeux clandestines, le crime organisé, les réseaux de prostitution, la police. La télé chinoise vante le bilan de Bo Xilai. Plus de 3000 arrestations, 60 syndicats du crime démantelés et une prise de taille. Le chef du département de la justice, Wen Tiang, ancien directeur de la police, un homme réputé intouchable, condamné à mort avec 6 autres complices. Zhou Litai, avocat des ouvriers paysans qui s'est porté volontaire pour défendre un mafieux originaire de sa ville natale,
n'éprouve aucune pitié pour l'ancien chef de la police, condamné à la peine capitale. Les preuves de corruption sont là. Il a été clairement prouvé qu'il a servi de parapluie à des organisations mafieuses. Pas seulement quand il était chef de la police, mais aussi quand il était dans la hiérarchie. La nuisance sociale est donc très grande. Cette condamnation à mort prouve en tout cas que quel que soit le niveau hiérarchique des inculpés, même un haut fonctionnaire qui a enfreint la loi peut être condamné à mort. Aujourd'hui, Chongqing a retrouvé sa stabilité grâce à l'opération Main propre. Le pouvoir central à Pékin tient fermement les rênes de cette mégalopole dont le développement harmonieux est essentiel. Chongqing veut continuer d'attirer ici les capitaux étrangers et les firmes occidentales, alors qu'il y a quelques années, le nom même de la plus grande mégalopole de Chine était inconnu du monde. Pour son exposition universelle, la Chine a choisi un slogan « Meilleure ville, meilleure vie ». Mais à Chongqing comme ailleurs, tout cela ne va-t-il pas trop vite? Nous sommes allés poser la question au docteur Su Po, le numéro 2 de l'exposition, un amoureux de la France, haut dignitaire du Parti communiste chinois. Cette ville de Shanghai, elle est un petit peu à l'image de la Chine. C'était un pays qui était encore rural il y a quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, il y a des villes qui se construisent absolument partout. Oui, vous savez, la Chine, par définition, c'est un pays agricole. Et depuis très longtemps, depuis l'histoire. Donc on fait l'industrialisation depuis très récent. Et l'urbanisme pour nous, c'est un moyen d'enrichir le pays, mais aussi enrichir le peuple. Donc il y a 20 ans, il n'y a pas de grandes villes. Maintenant, partout en Chine, il y a beaucoup de grandes villes. Alors, en l'occurrence, Shanghai, qui est le leader de cette urbanisation. Donc encore d'ici 20 ans, 300 millions de Chinois doivent quitter la Terre. Pourquoi? La raison est simple. Si on veut moderniser le pays, il faut que les gens vivent en ville. On doit avoir une population qui vit en ville. Ça, c'est historique. Ouais. Ça nous permet d'enrichir le pays, mais aussi enrichir le peuple. On a soif d'être riche, on a soif de développer. La Chine était en arrière depuis 200 ans. Il est normal que les Chinois rêvent d'avoir une vie meilleure, comme chez vous. Alors, en Europe, n'est-ce pas, dans le pays avancé, vous avez une vie aisée, vous avez des retraites, assurances, n'est-ce pas. Nous rêvons aussi une vie de qualité. Il est normal et légitime. Mais est-ce que ce développement à tout prix, ça veut dire un développement à n'importe quel prix? Non. Parce qu'il y a des gens qui sont laissés sur le bord de la route aussi dans votre pays. Non, c'est une fausse notion, c'est une fausse impression. Nous sommes conscients. Pourquoi on va faire un développement à tout prix? Il faut avoir un développement durable. Ça, c'est notre pensée. Ça, c'est la pensée du gouvernement, aussi du peuple chinois. On a un long parcours à faire. Si on va faire un développement à tout prix, c'est pas vivable. Et c'est pas tenable vis-à-vis de la génération future, vis-à-vis aussi des habitants de la population actuelle. On veut l'air pur, on veut le ciel bleu, on veut la terre, n'est-ce pas, verte. Ça, c'est notre souhait. Derrière ce discours forcément très policé, il y a une autre réalité, beaucoup plus brutale. L'appât du gain a engendré la corruption et la violence. Et c'est une réalité très difficile à montrer. Nous avons choisi de vous présenter l'extrait d'un document exceptionnel, pétition, sélectionné l'année dernière au Festival de Cannes. Pendant plusieurs années, un réalisateur chinois, Zhao Liang, a enregistré la parole de ces victimes d'injustice qui essayent de se faire entendre malgré les risques et de dénoncer la corruption. Regardez. 咱们5000年的历史吧，就是说独裁腐败、恶性循环的历史。一个新的独裁政府成立了，好两天逐渐的腐败下去，腐败到就不能再腐败程度了，老百姓忍不了了，起来推翻它，推翻它再换一个独裁政府，一直这么换，包括现在共产党上来不还这样吗？所以必须得改变这个独裁这个问题，独裁不改变，不实行民主，永远没好，恶性循环，始终是恶性循环。 如果要实行革命性的改变，你像过去那些革命，
以及说是像国民党推翻清朝那样事儿，共产党也死很多人，对共产党来说不是件好事儿。我作为一个中国人，不希望看到那一幕，自己自相残杀，希望他们能想开。改良有什么不好的？不同意改良就是革命，迟早的事儿。迟早的事儿。您这出来是什么原因？我这次出来吧，也就是上访，主要是所里的事情。所里的事情也算是找一找他们吧，但是也没什么进展。现在真是中国现在人，我跟你说啊，有几个人是在州生活的，都是贵州生活的，知道吧？有几个人你在州生活啊，大部分是贵州生活，特别是北京的所谓专家学精英们、新闻媒体那些人，都肮脏恶质的很，知道吗？他们贵州不像我们贵州了，他们贵州是光着屁股贵州的，他们诉求不同，他们是诉求利益、诉求权利，充满灵魂。这个上访人在贵州生活，他的出发点是好的，心地善良，他是维持自己的权利。几个人不贵州生活的，借助人就贵，借助权利也贵，借助金钱也贵。他们那儿有一会儿是他们那儿。你错了，没有人贵州生活。一个人的生活人在中国人群中是不会存在的。不管谁执政，对不对？这制度好，要实行，老百姓都应该欢迎。这不是针对哪个党派或者哪个人来说这个话，是不是？制度不好，老百姓没有安全感了。向党宣誓，向党宣誓。7月1号向党宣誓，我们为了纪念党的生日，做一个个人比赛。我看一眼，要不要党的宣牌吧？你别钱不拿了。为什么宣传？为什么要宣传？这边有个人走起来，走起来。你们可以搞个人比赛，我搞一个10个朗诵，我朗诵完我就。不要看了。这边有个走起来了，别看了啊！走起来，走起来。Longtemps masquées, ces tensions ont brutalement fait irruption ces dernières semaines dans le quotidien des Chinois. Le fossé entre les riches et les pauvres est si grand et les conflits sociaux sont si violents que certains deviennent des bêtes sauvages. Des attaques répétées dans les écoles. Des hommes seuls, enragés, qui poignardent au hasard des enfants innocents. Le symptôme d'une société malade. Pour la plupart des gens, il est impossible de se défendre contre les injustices ou les abus des puissants. Alors certains cherchent à se venger d'une société qui les écrase en s'attaquant aux plus faibles. 5 attaques en 2 mois. Le Premier ministre chinois a admis qu'il fallait désormais travailler aux racines du problème. Mais face à ces risques de fracture, le pouvoir dispose d'un atout majeur, la fierté d'être chinois. Un nationalisme exacerbé. En octobre 2009, la Chine célébrait le 60e anniversaire de sa révolution. Une démonstration de puissance
Les Chinois veulent montrer au monde qu'il faut désormais compter avec eux. Dans cet océan de nationalisme forcené, le point de crispation reste encore et toujours Taïwan, l'île rebelle. Mais ce que ni la politique ni la force militaire n'ont rendu possible jusqu'ici, eh bien c'est peut-être le développement économique qui va y parvenir. Pour ne pas insulter l'avenir, les Taïwanais tissent des liens de plus en plus étroits avec leurs voisins chinois. Nous partons pour Taïwan avec Sama Sula et Yan Moine. Juste là, en face, à portée de canon, la Chine continentale. La minuscule île de Kinmen est un petit bout de Taïwan à seulement 2 km de la Chine. Un de ces lieux qui respire la fierté des anciens combattants. Partout, les vestiges d'une guerre sans merci entre ennemis plutôt intimes. La Chine communiste de Mao contre la Chine du dirigeant nationaliste Chiang Kai-shek. En 1949, M. Liang a vu son île devenir une ligne de front stratégique dans la lutte contre le communisme. En 1949, après l'arrivée du Kuomintang de Chiang Kai-shek, Kinmen est devenu une base clé, parce que c'était le point le plus proche de la Chine continentale. Nos dirigeants savaient que si nous perdions la base Kinmen, nous perdions Taïwan. Aujourd'hui, plus de guerre, mais aucune paix signée. Les systèmes anti-débarquement sont toujours là. Défense bien dérisoire face aux 1500 missiles chinois, toujours pointés sur Taïwan. Malgré le rapprochement aujourd'hui, la relation entre Taïwan et la Chine continentale n'est pas encore très sûre. Nous sommes tout petits. Pourquoi n'enlèvent-ils pas tous leurs missiles ? Jusqu'en 1992, l'île est restée découpée en villages de combat. Comme tous les habitants, le couple Liang a suivi un entraînement militaire. Être prêt à tout moment à repousser les communistes. Les bombardements chinois ont causé plus de 1000 morts sur l'île. Chaque quartier a son bunker. Nous avions très peur pendant les bombardements. On n'osait plus quitter l'abri. On attendait le jeudi. C'était le jour de repos des communistes en face. On vivait vraiment dans la terreur. Dernier bastion avancé contre la Chine communiste, l'île de Formose reçoit le maréchal Chiang Kai-shek, président de la Chine nationaliste. Formose, c'était alors le nom de Taïwan. En Chine continentale, une sanglante guerre civile a opposé Chiang Kai-shek, le nationaliste, aux rebelles communistes de Mao Tse-tung. En 1949, Chiang Kai-shek est vaincu, il se replie à Taïwan, où le suivent plus d'1 million de Chinois du continent. Il proclame alors la République de Chine et jure en entraînant ses troupes de reprendre un jour la Chine continentale. En face, Mao proclame la République populaire de Chine, deux visions opposées pour l'avenir d'un même peuple. Ils partagent pourtant la même langue, les mêmes traditions, les mêmes ancêtres. En regardant les photos de leur jeunesse consacrées à cette guerre, Monsieur et Madame Liang n'ont aucun regret pour ces années de sacrifice. Aujourd'hui, ils vivent en démocratie. Ici à Taïwan, nous avons tous les droits. Une grande liberté d'expression et pas de censure politique. Et ça, on en est fiers car sur le continent, c'est la dictature. Et nous, tous ces contrôles, ça ne nous plaît pas. Les Liang ont la guerre pour mémoire, mais la nouvelle génération a franchi le rideau de fer. Ce matin, Yun Chin, une des filles du couple Liang, se rend en Chine continentale.
Depuis 2001, il existe une liaison directe entre Kinmen et la Chine. Au début, les ferries étaient irréguliers, mais aujourd'hui, il y a 42 liaisons par jour. Pour acheter son billet, Yunshin doit présenter 2 passeports. Pour aller là-bas, la Chine nous délivre ce certificat de patriote taïwanais. Car comme elle ne reconnaît pas Taïwan, on ne peut pas y aller avec celui-ci, notre passeport taïwanais officiel. Il n'a aucune valeur en Chine. Un billet pour Xiamen, 8h30, s'il vous plaît. Un vrai faux passeport chinois, un des nombreux compromis dans le rapprochement entre les 2 pays qui développent leurs échanges. Si Yunshin se rend sur le continent, c'est parce que son mari y travaille. Il y dirige une entreprise de chaussures. Et depuis peu, les Chinois du continent franchissent eux aussi le détroit. À Taipei, la capitale taïwanaise, les touristes affluent. C'est le premier signe visible du réchauffement spectaculaire entre Taïwan et la Chine. Bonjour, vous avez bien dormi? Super. Ils ont le droit de visiter l'île rebelle depuis 2 ans seulement. Et pour eux aussi, c'est un peu le passage du rideau de fer. Regardez, vous ne voyez pas ça sur le continent, tous ces scooters. Ici, pour 23 millions de Taïwanais, il y a 14 millions de 2 roues. Taïwan, 23 millions d'habitants sur un territoire plus petit que l'Aquitaine. Taïwan, que la Chine considère toujours comme une de ses provinces. Un petit dragon devenu grand, c'est la 20e économie mondiale. Et pourtant, Taïwan est exclu de la plupart des instances internationales sur pression de la Chine. Premier arrêt pour notre groupe, l'incontournable musée national. Un tourbillon de groupes organisés, tous viennent de Chine. On va rester 45 minutes au premier étage. Il faut dire que le musée de Taipei renferme la plus extraordinaire collection d'art chinois. On trouve ici le trésor de la cité interdite de Pékin. 650 000 pièces que Chiang Kai-shek a embarquées dans ses bagages en 1949. Ce musée montre bien que les Chinois savent préserver leurs antiquités pour les générations futures. Bien sûr que cela appartient à la Chine. Tout cela, c'est notre patrimoine. Visite au pas de charge, bousculade et émerveillement. Surtout devant cette pièce, l'équivalent de la Joconde pour les Chinois. Le chou en jade, symbole de fertilité. Il y a encore une pierre étrange, admirée pour sa ressemblance avec le morceau de viande de porc préféré de Mao. 1 million de Chinois ont visité Taïwan l'an dernier. La diplomatie du tour opérateur fonctionne à plein régime. Depuis l'accord d'ouverture avec la Chine il y a 2 ans, les visiteurs chinois sont chaque jour plus nombreux. Nous essayons d'élargir notre espace pour les accueillir et nous allons même lancer un projet de grand musée. La petite Taïwan cherche donc à s'adapter à ces nouveaux visiteurs. À voir tous ces touristes chinois se précipiter devant la statue de Chiang Kai-shek, l'adversaire de Mao, on pourrait presque oublier que la Chine menace toujours d'attaquer Taïwan si elle osait un jour décréter son indépendance. En regagnant leur bus, une surprise attend les touristes. Des membres des Falun Gong se sont installés sur leur route. Ce mouvement de pensée est strictement interdit en Chine.
À Taïwan, vous pouvez voir les vérités qu'on vous cache en Chine continentale. Ça doit être l'objectif de votre visite ici. Profitez-en et rassurez-vous, il n'y a pas la répression des communistes. Gêne visible des visiteurs chinois. Les Falun Gong sont la bête noire de Pékin. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Alors? Vous ne savez pas? Ne me posez pas cette question, d'accord? Vous pouvez me poser des questions sur Taïwan, mais je ne veux pas parler des Falun Gong. Même à 1500 km de Pékin, les Chinois surveillent leurs propos. Marché de nuit de Taipei. C'est ici que les touristes aiment passer leur dernière soirée. La famille Zhao Mang cherche à faire quelques emplettes. Pas grand-chose, leur pouvoir d'achat est 3 fois moins important que celui des Taïwanais. Notre famille chinoise est ravie de sa découverte de Taïwan, à un détail près. Je ne suis vraiment pas content de voir le drapeau taïwanais. J'espère que la prochaine fois, je ne verrai ici que des drapeaux chinois. S'il y a aujourd'hui des touristes chinois à Taïwan, les premiers à avoir franchi le détroit, ce sont les hommes d'affaires taïwanais. Il y a 30 ans, lorsque la Chine a lancé sa réformique, ils se sont engouffrés dans la brèche malgré les tensions. Les entreprises taïwanaises emploient aujourd'hui 23 millions de Chinois sur le continent. Autotronics, le plus grand salon de pièces détachées automobiles d'Asie. Pour la 3e année consécutive, les commerciaux chinois ont fait le déplacement. Et cette année, ils sont heureux. Le patron des patrons de l'industrie taïwanaise, cheveux gris, ment cet important commercial chinois. L'enjeu est de taille, la Chine est devenue le premier marché automobile du monde. L'acheteur cherche des nouveautés. Ça marche comment ça? Ça s'adapte à tous les véhicules, mais on peut les faire sur mesure en fonction du client. Bien, bien. Ok, vous revenez nous voir cet après-midi? Ou bien je peux vous rappeler? Oui, bien sûr. C'est exactement ce que nous cherchons. On a besoin de ces pièces. Le partenariat sino-taïwanais est bien rodé. Les Chinois ont besoin d'acheter nos produits. Ça leur permet d'ajouter à leur propre production de la technologie de pointe et de la qualité à moindre frais. Car nous avons le savoir-faire depuis longtemps. L'interdépendance. La Chine absorbe 40% des exportations de Taïwan et elle lui sert d'atelier. Taïwan y assemble 95% de ses fameux ordinateurs. C'est le parc scientifique de Hsinchu, la Silicon Valley de Taïwan. Presque tous les appareils électroniques du monde ont un composant conçu ici. Monsieur Huang, Scott pour le business, gère le parc depuis 20 ans. Il a vécu sa mutation. Avant, dans ce parc, les entreprises fabriquaient des PC, des notebooks, ce genre-là. Ensuite, elles ont déplacé leurs usines de fabrication en Chine, parce que la main-d'œuvre et les loyers y sont moins chers. Et aujourd'hui, la plupart de ces mêmes entreprises gardent uniquement ici leur laboratoire de recherche et d'innovation. Mais comment 2 pays qui n'ont officiellement aucun contact ni représentation font-ils pour avoir ces échanges quotidiens? La réponse se trouve dans les mailles de ces filets. Immeubles cossus, musique feutrée, c'est la Fondation pour les échanges interdétroits. Un nom bien énigmatique. En fait, ses employés, une centaine, gèrent tous les contacts, accords commerciaux et paperasses avec la Chine. Rien d'officiel, une fondation privée. Son équivalent existe en Chine
Et c'est à travers ces fondations que les deux pays communiquent sans perdre la face depuis 1993. Sur les papiers officiels signés par les deux pays, c'est le nom de la fondation qui apparaît. Il n'y a aucun tampon officiel, ni de la République populaire de Chine, ni de Taïwan. Encore un petit arrangement interdétroit, un de plus dans cette relation décidément bien subtile. Mais les temps changent. Il y a désormais des contacts directs et politiques. À l'aéroport de Taipei, protocole des grands jours, on attend un invité de marque. Cet invité, c'est le maire de Shanghai. La visite d'un haut dignitaire chinois, c'est exceptionnel. Nous avons répondu à l'invitation de la mairie de Taipei. Nous représentons les 20 millions d'habitants de la ville de Shanghai et nous vous transmettons leur amitié. L'événement est relayé en direct. La Chine est très présente dans les médias du monde entier, pas seulement à Taïwan. Mais pour nous, à Taïwan, c'est beaucoup plus important. Nous sommes séparés depuis 60 ans. Et depuis 2 ans, nos liens se sont vraiment resserrés, surtout sur le plan économique. Alors, tout ce qui concerne la Chine est très important pour Taïwan. Le maire de Shanghai n'est pas venu seul. Avec lui, une centaine d'hommes d'affaires chinois. Et c'est dans un des palaces de la ville que l'on s'apprête à recevoir ce beau monde. Sécurité maximum, tout doit être impeccable. Porcelaine fine et vin français. Ce soir, le gratin du business taïwanais reçoit la délégation shanghaïenne. Tourisme, informatique, grande distribution, la valse des cartes de visite s'impose. C'est l'heure du business et des bons sentiments. Nous n'avons aucune raison de nous combattre. Nous nous aimons, nous nous aidons, on travaille main dans la main comme on le fait en ce moment. Sur le plan économique, nous sommes complémentaires. C'est gagnant-gagnant. Mais s'il fallait dire qu'un côté a plus à y gagner que l'autre, je dirais que c'est Taïwan. Quand tout le monde est installé, les maires de Shanghai et de Taipei font leur entrée. La scénographie est parfaite pour afficher l'entente. Voyez l'effervescence autour de vous, ça vous donne une idée des magnifiques perspectives de coopération entre Shanghai et Taipei. Officiellement, le maire de Shanghai est venu vendre son exposition universelle. Mais à l'extérieur de l'hôtel, on dénonce un tout autre enjeu, l'ECFA, un accord de libre-échange que Taïwan et la Chine négocient actuellement. Pour l'opposition, le gouvernement taïwanais déroule imprudemment le tapis rouge à la Chine. Nous pensons que notre président va vendre Taïwan et sa souveraineté à la Chine. Car sinon, comment accepterait-il de signer des accords avec un pays qui ne nous reconnaît pas et qui n'a pas abandonné l'intention d'attaquer Taïwan? Depuis 2 ans, la présidence taïwanaise est engagée dans le rapprochement avec la Chine. Pour autant, elle se défend de vouloir lui vendre son âme. On doit faire avec notre voisin, qui est un géant, qui n'a pas toujours, par le passé, fait preuve des meilleures intentions à notre égard. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'essayer de toutes nos forces de changer la Chine. Pour que la Chine continentale soit pleinement intégrée dans le système international, le système économique, politique et social. Et nous espérons aussi qu'en construisant des liens très étroits entre nous, la Chine sera dans le futur plus civilisée. C'est toute la question. Qui, de la Chine ou de Taïwan,
influencera l'autre. La force tranquille de la démocratie taïwanaise peut-elle faire le poids face à son gigantesque voisin, 60 fois plus peuplé? On peut en douter. Freddie Lim et sa bande de hard metal enchaînent les tournées. New York, Londres, Tokyo. Les rockers plaident pour l'indépendance de Taïwan et sa reconnaissance à l'ONU. Cela leur vaut d'être bannis par les autorités chinoises, malgré leurs nombreux fans sur le continent. Le groupe refuse de faire des compromis, mais bon nombre de leurs collègues qui veulent vendre en Chine ont bien moins de scrupules. Certains artistes sont adeptes du bouddhisme tibétain. Et dans la version taïwanaise de leurs albums, ils écrivent des chansons sur le Tibet. Mais quand ils veulent sortir leur album en Chine, ils enlèvent ces chansons-là ou les remplacent. En fait, ils acceptent de cacher ce qu'ils pensent vraiment. Même dans le milieu culturel, l'influence de la Chine est implacable. Quand il marche dans les rues de Taipei, Wu Kai-shi dit en savourer chaque pas. Ce Chinois est un des principaux leaders du mouvement de Tiananmen en 89 à Pékin. Il est réfugié politique à Taïwan depuis 15 ans et il s'inquiète de l'évolution des relations entre Taipei et Pékin. Aujourd'hui, danser avec la Chine est dangereux. La Chine joue un rôle de plus en plus important dans le monde depuis sa création il y a 60 ans. Mais elle ne parle pas le même langage et ne respecte pas les règles du jeu international. Elle demande au monde de s'aligner sur ses méthodes et c'est particulièrement vrai quand il s'agit de Taïwan. Ce qui m'inquiète, c'est que Taïwan se sente abandonnée par le reste du monde et que le seul moyen qu'elle voit pour s'en sortir est d'avoir des relations apaisées avec la Chine, un État diabolique. Quand la Chine réalisera que son influence économique est assez forte sur Taïwan, elle utilisera son pouvoir pour influencer la politique de Taïwan et sa démocratie. Taïwan n'ignore pas le danger. D'ailleurs, elle continue à acheter des armes pour dissuader la Chine de l'attaquer un jour et pour rassurer sa population aussi. Mais au rythme où vont les choses, Pékin aura-t-elle vraiment besoin de la force pour s'imposer à Taïwan ? Alors, quelle intuition suivre? La Chine va-t-elle poursuivre inexorablement sa longue marche vers le toit du monde? Ou les tensions sociales et la rigidité du pouvoir politique finiront-elles par déstabiliser l'incroyable dynamisme de son économie? Un haut dignitaire du parti disait récemment qu'il faudra 100 ans à son pays pour rattraper l'Occident. Mais les Chinois attendront-ils un siècle la promesse de meilleure vie? Voilà, merci de nous avoir suivis dans ce voyage d'ici à Shanghai et à travers toute la Chine. Merci à Patrick Boité qui a préparé cette émission, à Nicolas Maupied qui l'a réalisée. Nous nous retrouverons au mois de septembre en Scandinavie pour examiner à la loupe le fameux modèle suédois. D'ici là, gardez un œil sur la planète. Bonsoir. Comment c'est la Chine? C'est plein de Chinois. Je les imagine serrés comme des petits pois. C'est pas ça, Ginette, ils sont pas serrés. Ils ont même un sacré bout de planète pour respirer. Comment c'est la Chine? C'est plein de Chinois. Je les imagine aussi rusés qu'ils sont courtois. C'est pas ça, Ginette,
c'est un peuple fier. Et c'est pas des gens qui ont du mou de veau dans la théière. J'ai fait le pari loufoque que je reviendrai là-bas. Chanter le zizi en shintok, ils en seront baba.